Quand on pense à la fiction, on se dit... La caméra, le son, mais aussi des questions éthiques. C'est vraiment important pour nous de mettre avant tout au centre la question du cinéma autour d'une approche bien particulière. Et en l'espèce, on a choisi avec vous, en élaborant ce programme, la question de filmer, en quoi filmer serait un jeu. Cette question se décline de façon un peu plus précise autour de l'idée que on peut construire un film à partir de personnes qui dans la vie effectuent des actions ou autour desquelles vous les rencontrez en tant que réalisateur et à partir desquelles on va élaborer des personnages et que ce glissement qui va de la personne en action dans sa vie vers le personnage, elle nourrit, elle alimente le travail d'énormément de réalisateurs et de réalisatrices et qu'elle est à la fois vertigineuse puisqu'elle questionne aussi ce que c'est qu'un acteur, ce que c'est qu'un personnage, et dans le même temps, elle questionne la façon dont on produit ce glissement qui va de l'un vers l'autre. Comment justement la personne, elle devient personnage. Et en choisissant d'axer peut-être votre approche autour de l'idée de jeu, il y avait le parti pris de se dire que ça participe de quelque chose qui avant tout, et alors évidemment on joue sur on parle bien de jeu d'acteur, mais aussi la part ludique fait un peu partie d'une part de votre approche dans Mourir à Ibiza, mais d'autre part est un peu le fil conducteur qui va relier les extraits dont on parle, puisque ce sont 3 comédies. Ce qui va nous intéresser et ce dont on va essayer de discuter ensemble, c'est quels sont les dispositifs, ou peut-être d'autres pourraient dire les stratagèmes ou les stratégies, et je vous laisserai évidemment commenter le choix de ces mots-là, qui permettent précisément de mettre en place ce jeu-là qui nous fait passer de la personne au personnage. Je pense que nous, dans le film qu'on a fait, on est quand même très attachés à la question du jeu, parce que on pense d'abord à comment on travaille avec les comédiens et les comédiennes, et qui ne le sont pas forcément, qui le sont même pour la plupart pas vraiment. Et la question de comment tous ces gens se rencontrent à l'intérieur d'un film, et comment tous ces gens finissent par raconter la même histoire ensemble, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et voilà, du coup on a choisi 3 films qui sont très différents les uns des autres, en termes qui viennent pas du tout des mêmes endroits, qui ont des genres très très différents, et voilà, qui sont tous reliés par ce plaisir qu'ils ont tous, et à inventer des systèmes nouveaux pour essayer de faire cohabiter tous ces univers si différents ensemble, et pour passer un autre truc qui nous importe beaucoup aussi, de toutes petites choses, de très triviales de la vie, d'intimité toute petite, et pour en faire des grandes histoires très romanesques, et pour rendre ça très important. C'est juste pour dire qu'il y en a un ce cher mois d'août qu'on a vu beaucoup avant et dont on a beaucoup parlé avant de faire le film, et les 2 autres, c'est pas des trucs qui nous ont inspirés, c'est pas des trucs dont on connaissait tout et qu'on avait forcément tous vu avant de faire le film et dont on avait débattu pendant des milliards d'heures et tout ça. Au point que Kenny, le dernier extrait qu'on verra le dernier extrait qu'on va voir, on l'a vraiment découvert là il y a un petit mois quoi. Et juste on s'est dit que ce serait super marrant de vous le montrer et d'en parler ensemble. En tout cas intellectuellement c'est marrant d'en parler par rapport au film qu'on a fait, mais c'est pas voilà, c'est juste pour préciser ça. Présentation. Alors Rock et Canyon, c'est ça le premier extrait. Donc c'est un moyen métrage de Sophie Le Tourneur, qui a donc fait plusieurs longs métrages depuis, et donc c'est un film qui se passe dans une colonie de vacances, qui est une vraie colonie de vacances, qui s'appelle Rock Canyon, et qui suit 4 personnages principaux, qui donc, en fait, de leur arrivée, de leur départ en colo jusqu'à la fin de la colo. Et c'est les intrigues amoureuses et amicales de ces 4 personnages-là, qui sont comme une espèce de petit moment initiatique pour eux. Et du coup, alors là, les extraits que vous allez voir, le premier, en fait, parce qu'on a mis 2 moments du film qui sont séparés par une ellipse, il y a un noir au milieu, donc c'est 2 moments qui ne se suivent pas dans le film. Le premier, c'est donc un personnage qui s'appelle Gabriel, qui est un peu le beau gosse de la colo, qui vient de sortir avec Marion, qui est notre fille de la colo. Sauf qu'on pressent déjà à ce moment-là que Gabriel préfère un peu la meilleure copine de Marion, qui s'appelle Chloé. Et donc là, le premier extrait, c'est leur premier rendez-vous, un soir, alors qu'ils viennent de décider de sortir ensemble. Et ensuite, il y a un autre extrait plus loin, du coup, qui est une partie de paintball. Et à ce moment-là, Gabriel, donc le beau gosse, a quitté Marion, et il faut être sur le coup. Voilà. Et Chloé
donc celle qui l'envisageait au début, elle sort maintenant avec un autre garçon qui s'appelle Augustin. Sauf qu'elle n'a pas oublié Gabriel. Voilà. Avec tout ça en tête, on vous laisse... Je vais te tuer, hein. Non, sincèrement, allez, éclaire-moi. Merci. Non, sincèrement, s'il te plaît. Ça me fait plus rire, là. Merci. Non, mais, s'il te plaît, pas dans les yeux, merci. Gentil. Bien. Ouais, toi. Bah ça va. Ça va, ça fait pas 15 piges que je t'attends déjà. En même temps, t'es un peu en avance, donc s'il te plaît, commence pas. En même temps, t'es un peu en retard, toi. Donc, Quoi voilà, toi. N'importe quoi, c'est bon, on commence pas. En même temps, j'ai peur que t'es en avance aussi. Non, mais c'est toi qui es en C'est bon, retard. t'es à club pour t'occuper. Ouais, donc c'est bon, et commence pas. C'est bon, oh, n'importe quoi. T'es bien ta journée alors? Bah ça va. Hein. Et toi, canoë, bien passé? Oh ouais, ça va, c'était un peu crevant. Pourquoi tu rigoles? C'était un peu crevant quand même. Je pesais 3 tonnes en plus avec mon jean. Là. Bah, quelle idée d'aller faire du canoë en jean aussi. Ouais, bah en même temps, quand il y a ton petit copain qui dit tout le temps « Oh, t'es lourde, oh, t'es gros », ça te fait rire, toi. Mais c'était pour rire. Ouais, mais bon, c'est quand même... c'est quand même vachement vexant. Hein. Ouais, bon voilà, en même temps, si t'étais vraiment gros, je sortirais pas avec toi, quoi. Bah ouais, mais en même temps, tu me fais bien comprendre quand même que je suis pesante. Hein. Non, en plus, j'étais pas le seul à m'en dire. Il y a mon père et tout qui arrête pas de me bassiner avec ça et tout. Pourquoi il te dit quoi? Bah, il dit que je prends beaucoup de place. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, non, mais c'est vrai, toute ma famille et tout, elle arrête pas de me bassiner avec ça. Elle dit que je suis trop grosse. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de qui disent les gens? Bah, en même temps, c'est ma famille, c'est important. Bah, mais bon, si toi t'es bien dans ta peau après. Bah, justement, là, je suis pas vraiment bien dans ma peau, tu vois. Alors là, je te foutrais une claque. Je te foutre de ma gueule, mais violente. Je me fous pas de ta gueule. T'as vu le sourire que tu viens de faire, là? Quand je viens de te sortir que j'étais pas bien dans ma peau? Bah là. Je me suis pas foutu de ta gueule. Bref, c'est pas grave. Donc, Tu paranoïes un peu, toi, des fois, non? Non? Tu te rends compte quand même, on est seul au monde. Hein. Putain, mais t'es chiant, vas-y, casse-toi. Franchement, t'es trop chiant quand je me saoule. Oh putain, qu'est-ce que tu peux être chiant? Là, moi, cette rage. Mais on est seul au monde aussi, tu me dis. Ouais, non, mais... non, mais... Non, mais... Non, mais j'essaie de... Tu sais, c'est horrible. Mais explique-toi, je comprends pas trop. Là. Bah oui, mais attends, en même temps. Putain, j'essaie... Tu vois, toi aussi, tu rigoles. Non, mais c'est tout, si c'est nerveux. Hein? C'est un... Attends. C'est un rire nerveux. Voilà. Ah bon? T'as jamais eu de rire nerveux? Non, je sais pas. Quand t'es stressé, que tu rigoles. Non. Je sais pas, quand quelqu'un meurt, t'as jamais rigolé à la place de pleurer? Non. Non. C'est peut-être toi qui est pas très normal. Eh, parle mieux déjà, s'il te plaît. Je vois pas trop ce que j'ai dit de mal, là. Mais bon. Non? Tu fais pas avec ton masque, on dirait... Tu fais pas avec ton masque, on dirait... Dark Vador. Ok. Montre, je m'énerve. Tu m'énerves. Je te fous. C'est brut, j'ai même pas mon casque. Elle a même loupé ta balle d'ailleurs. Ah ouais?
Je la sens pas trop, hein, cette fille, la Chloé. Pourquoi c'est une fille bien? Ouais, mais tu sais, mon frère, lui, il avait une mauvaise expérience avec une fille. Pareil, lui, il croyait que c'était le grand amour et du jour au lendemain, il s'est fait larguer et elle est retournée avec son ex. Donc, Non, mais t'inquiète, hein, Chloé, c'est pas du tout le genre. ouais, tu sais, on sait jamais. Non, Chloé, c'est une fille bien, pas de soucis là-dessus, quoi. Je suis vraiment pas inquiet. Moi, on sait jamais. Non. Tu sais, c'est pas fait. Non. C'est bien dit. Baisse-toi, baisse-toi. Je suis vraiment pas inquiet. On sent qu'il y a presque une façon de filmer dans les extraits que vous avez choisis qui pourrait flirter du côté d'une certaine iconographie du documentaire, avec cette caméra portée un peu fragile, donc quelque chose qui serait, alors je fais volontairement une catégorisation qui est très arbitraire et qu'il faut contester et qu'on pourrait contester, parce que elle est évidemment plus poreuse que ça, mais mine de rien, voilà, en allant chercher quelque chose qui va flirter avec cette manière d'aller cueillir un peu quelque chose qui ressemble à du réel, en tout cas qui en est très très proche, autant du côté de ce que donnent les acteurs que de la façon dont c'est filmé. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a à voir avec un système de mise en scène qui serait celui de le tourneur et qui précisément organise la façon dont les acteurs deviennent des personnages pris dans du romanesque, j'en sais rien, mais quasiment un romanesque de sitcom adolescente, puisque au vu du résumé que tu en faisais, mais qui précisément est pris très au sérieux et qui fait tout le sel du film et de la manière, du fait de mettre en scène précisément des adolescents où tout est drame, dramatique, etc. Donc voilà, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet extrait-là. En fait, Sophie, le dispositif qu'elle a, c'est qu'elle a fait un casting pour trouver ses deux comédiens principaux. Et en fait, elle les a embarqués du coup dans une vraie colo. Et tout le planning du tournage était rythmé par les vraies activités de la colocation, de la colonie de vacances. Et du coup, c'est en mettant ces comédiens-là dans un système qui est vrai, quoi, dans des situations qui sont réelles, quoi, qu'elle arrive à leur faire improviser complètement à partir d'un séquencier des dialogues, quoi. Et ouais. Je pensais juste à un truc, je sais pas si, en tout cas par rapport à ce que tu disais, romanesque, enfin t'hésitais à romanesque ou pas, romanesque sitcom, romanesque à fond en vrai quand même. Sauf juste de voir l'extrait, moi je suis à fond dans l'histoire. Je suis direct, c'est romanesque grave, quoi. À aucun moment je me dis, malgré ce que tu disais de l'effet esthétique un peu documentaire, de caméra portée, tout qui existe grave et tout, ça n'empêche à aucun moment d'être complètement plongé dans leur vie, dans leur histoire et tout. Je pense que même au bout d'un moment, on oublie complètement ce dispositif. En tout cas, on l'oublie au sens où à aucun moment on se demande mais est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour qu'ils ont ou je sais pas quoi. Juste on est dans leur histoire d'amour et on se dit ou il est trop con quand il lui dit ça, ou elle est mignonne quand elle dit ça, ou elle est trop chiante de lui tirer dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je dis n'importe quoi, mais on est complètement avec eux en se disant qui on aime bien, qui on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aurait fait avec eux et tout. Dans ce sens-là, je me dis c'est complètement romanesque ce que ça crée, en tout cas cet effet un peu documentaire. Et je repense juste à un petit truc auquel j'avais pas pensé, mais quand elle dit, du coup la première discussion de nuit, là, quand elle dit tu trouves pas que des fois on est seul, on se sent seul dans l'univers ou je sais pas quoi, pour avoir eu une mini un peu anecdote de Sophie Le Tourneur qui nous a dit que cette discussion-là, elle s'en est servie, apparemment elle est très improvisée, elle s'en est servie elle pour dire des trucs et tout. Je trouve que quand on voit l'extrait, le fait ça va un peu avec cet effet un peu documentaire où on sait pas trop où est-ce qu'on navigue. Quand elle balance cette phrase qui est peut-être un peu trop grande ou alors un peu trop connue pour qu'elle soit prise au sérieux dans une discussion, on va dire. Le fait qu'ils en rigolent un peu en se moquant ou tu sais pas trop si c'est parce qu'ils sont gênés et tout. Et après ils en rigolent et même je dis que même elle fait le choix de garder les rires après de gêne ou tu sais plus si c'est la gêne des acteurs ou si c'est la gêne de ces personnages-là qui seraient gênés qu'on aborde un sujet qui paraît peut-être un peu trop grand et où du coup c'est un âge où peut-être tu rigoles un peu quand quelqu'un te dit je me sens un peu déprimé, enfin elle dit pas je suis déprimé mais
où elle se met face à un vide un peu abyssal comme ça. La manière dont tu rentres dedans, je me dis, il n'y a aucun moment tu peux te dire, il y a un truc de docu ou de fiction ou je sais pas quoi, juste tu regardes et t'es dans le film. Moi, je trouve quand même qu'on sent un peu que c'est des rires de comédiens. Ouais, Enfin, que c'est un rire de plateau, quoi. Mais vu que c'est filmé en mode documentaire et tout ça, du coup tu l'acceptes vachement plus que si c'était filmé comme une fiction. Quoi. Évidemment. Et je trouve que c'est ça qui est dans les films de Tourneur qui est trop bien, c'est que c'est toujours sur un fil, et que même là le fait de sentir les acteurs jouer, c'est-à-dire de sentir dans une improvisation, où des fois on n'arrive pas, on sait plus quoi dire, on hésite à regarder, on regarde ses pieds parce qu'on peut pas regarder la caméra, et on sent, il y a une espèce de rapport comme ça où la distance elle est étrange quoi, et en fait ça, en cherchant pas à mimer l'effet de réel à tout prix, il y a une vérité qui se dégage de la gêne de ce moment-là qu'on a tous traversé d'une manière ou d'une autre, d'un premier rendez-vous, on sait pas où mettre nos yeux. Et nous non plus en tant que spectateurs, enfin, qui est très très juste quoi, et qui vient vraiment du dispositif qu'elle met en place, elle quoi, je trouve ça vraiment, ça qui est... Mais non, mais en vous écoutant, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose qui me semble hyper important, qui est que ce qui est émouvant dans le film, c'est précisément qu'on voit que ce qui fabrique la sensation du naturel, c'est précisément du travail d'acteur, et que tout un cinéma plutôt dominant en termes de forme va essayer d'escamoter cette part-là du travail, comme si ça se faisait comme de la génération spontanée, alors qu'en fait c'est le résultat d'un processus qui suppose parfois des moments où ça fonctionne, des moments où ça patine, et qu'elle fait le choix de garder les traces de ça dans le film fini au montage, et j'ai l'impression que c'est aussi, c'est pas le côté, non pas que ça mettrait en abîme le processus de tournage, mais par contre c'est comme si un peu les ficelles du dispositif ou les coutures du dispositif étaient visibles, et qu'en fait ça ne gâchait rien notre plaisir, voire même au contraire ça nous le rend, ça le rend plus grand, parce que peut-être que d'une certaine façon le processus d'identification, je pense qu'on a tous, en voyant la séquence, même si on n'a pas été dans les colonies de vacances, on a tous un moment où on peut se dire tiens ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu, il y a quelque chose d'une telle justesse, et qui vient peut-être justement de cette fragilité apparente et du jeu des acteurs, parce que par moments, effectivement, ça patine un peu, ou ça hésite, ou il y a du temps mort, ou il y a de l'inefficace, et même la fragilité du filmage qui hésite un peu, donc on sent bien qu'en fait, il cherche à accueillir quelque chose, enfin il est toujours à peu près, il ou elle, je sais pas qui filme, cherche à être prêt au cas où il se passerait quelque chose, et je me souviens que en préparant la discussion, c'est quelque chose dont on parlait, c'était la persistance dans ces films-là qui reposent sur des improvisations dirigées, de ces plans à plusieurs, de ces plans à deux, parce que si on en choisit d'emblée un, on risquerait de perdre ce que ferait l'autre. Et là, ça se voit, c'est vraiment le principe de cette scène, que vous avez choisie. Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est fait de manière un peu symétrique entre les deux extraits, quoi. Que dans le premier, on sent qu'ils lancent une improvisation et qu'ils sont là et ils laissent durer, ils n'arrêtent pas quand ça devient inefficace, quoi, parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est l'inutile qui l'intéresse, quoi. Et quand enfin on touche de l'inutile, ça commence à être intéressant, et du coup elle les laisse comme ça assis tous les deux sans action à part essayer de parler, et dans le paintball, tout le contexte est tellement contraignant pour eux qu'il suffit qu'il y ait deux mecs debout en costume de paintball là pour le coup qui ont l'air d'avoir un dialogue, qui doivent se parler, c'est-à-dire j'ai pas confiance en Chloé, ça devient tout de suite super marrant parce qu'ils sont à l'intérieur de ce contexte-là, quoi. Et que du coup il y a toujours le choix de dans quelle situation on fait travailler des non-acteurs, quoi. Et on les voit s'efforcer d'essayer de faire quelque chose alors qu'ils sont forcément gênés à un endroit. Et ouais, ça touche une fragilité qui est hyper émouvante et dure à atteindre, quoi. Sauf si tu veux ajouter un truc, Mathéo. Non, j'étais en train de penser à un truc, mais j'ai oublié. Si ça te revient, c'est pas grave. De toute façon, on pourra évidemment revenir sur tous les extraits, y compris après le film, pour qu'il y ait, s'il y a des frustrations d'emblée chez les spectateurs, des choses que vous voudriez exprimer, on pourra revenir dessus après. Oui, c'est ça. C'est Sophie Le Tourneur qui disait que en fait la trame qu'elle avait écrite, les jeunes, ils ont fini par vraiment la vivre pendant la colo, quoi. Et que du coup, toutes ces histoires d'amour, tous ces dialogues, en fait, ils ont fini par vraiment exister et être vraiment vécus par les comédiens. Et je pense que ouais, c'est là où elle arrive à toucher une justesse, un truc intéressant, quoi.
Oui, c'est le moment où qui est supposé enregistrer quelque chose qui adviendrait, finit par faire advenir du réel dans la vraie vie. Peut-être transition vers le deuxième extrait. Alors, je vais se présenter. Le deuxième extrait, donc Ce cher mois d'août, c'est un film de Miguel Gomez ou Miguel Gomes. 2008. C'est un réalisateur portugais qui a fait, je sais pas, le son plus connu, je pense que ça s'appelle Tabou. Et donc là, c'est un film. Alors en fait, l'histoire. C'est un film un peu étrange quand on entre à l'intérieur. Parce que ça commence comme un documentaire dans le centre du Portugal, en plein été. Un moment où il y a plein de bals populaires dans le Portugal. Et où en même temps, il y a à la fois ces balles-là et à la fois comme des repérages documentaires, des gens qui racontent des histoires, des légendes. Et au fur et à mesure, on comprend en fait que c'est un réalisateur qui est en train de préparer un film de fiction et qui cherche, donc qui fait des repérages et qui cherche des acteurs pour jouer dans son film de fiction, qui est l'histoire d'un père et sa fille qui ont un groupe de bal populaire. Et du coup, le film, petit à petit, passe de ces repérages-là, très bruts, à le film qu'il a envie de faire, qui se met à exister sous nos yeux. Et voilà. Et là, on va voir, ça va être assez compréhensible dans l'extrait, je pense. Ouais. Oui, c'est vraiment l'extrait de la transition de l'un à l'autre, du documentaire à la fiction. .05 é 41.5, escuta. 05 à escuta, 41.5 transmite. 05 é para dar a rendição do posto. Sai Sónia Bandeira e entra Clara, escuta. Eu sou vigia há 3 anos. Quando vim para cá era mais porque isto é um emprego de verão e dá mais tempo livre para fazer outras coisas, e aqui só tenho mesmo que vigiar para ver se vejo fumo e transmitir a graduação ao centro aqui do distrito. Faço o turno da noite ao dia, mas é sempre 12 horas. Essas 12 horas, para além de andar na varanda a ver se vejo fogo, canto, danço. Tu cantas? Canto. Para me entreter um bocadinho, costumo andar cá fora a cantar. Normalmente canto mesmo só para os pássaros e para o vento, aqui. Morrer de amor é bem melhor do que viver a vida sem te ter. Morrer de amor é bem melhor do que viver sem ti. Estão a filmar coisas que não era o que eu via para este argumento. São extras. São extras. São extras. São extras. Tânia. 15 anos. Morena. Não muito alta, mas elegante. Preocupa-se com o que veste e pinta-se, por vezes, demais para a idade. A paixão pela música herdada do pai e uma voz bonita e afinada fizeram dela a vocalista dos Estrelas do Alva, desde os 13 anos. É inteligente, determinada, afável, sociável, disponível e generosa, embora possa empinar um pouco o nariz e amoar com os piropos dos rapazes nos concertos. Domingos. Domingos é um homem de sucesso, a nível local, possui 2 táxis. Um táxi. Um táxi. Uma pequena loja de discos. Sem loja. Não há dinheiro, não há loja. E o responsável máximo pela banda dos Estrelas do Alva. Tem cerca de 40 anos e uma aparência elegante, sinais de uma vida regrada. Musicalmente é eclético, mas tem uma preferência pelos clássicos. Júlio Iglesias, Tony de Matos e o Marco Paulo mais romântico.
Para além da paixão pela música, o seu mundo está completamente circunscrito a Tânia, sua filha. Depois, Hélder, 17 anos, primo da Tânia. Bem parecido, razoavelmente educado e inteligente. Vive com a irmã num apartamento em Loures, mas vai este ano para Estrasburgo com os pais imigrados. Um toque suburbano. Tem um ouvido bestial, sem esforço consegue tirar músicas do ouvido no instante, como sobredotado. Onde é que estão estas pessoas? Tragam dinheiro de Lisboa e eu cá estarei com as pessoas para fazerem esses personagens. Sim, mas quanto tempo mais é que tu vais filmar, com a equipa toda que tens cá em cima, sem ter os atores? O Fábio é daquelas pessoas que é quase completa, não é? É um bocadinho de tudo. É um indivíduo que joga muito bem, é um indivíduo que sabe medir as distâncias e equilibrar muito bem a equipe, é um indivíduo que joga o hóquei com a cabeça, não é? E consegue conciliar aquilo que o hóquei tem, às vezes complicado, que é andar de patins, andar com o stick nas mãos, com uma bola e depois pensar o que é que se faz fazer aquilo tudo. E depois é assim, o Fábio na sua vida normal é um excelente miúdo, não é? É um indivíduo, um excelente estudante, é um indivíduo que não troca, ao contrário do que muita gente pensa, não troca aquilo que gosta de fazer, tocar viola, falar muito bem inglês, jogar muito bem hóquei, ele não troca isso por o tempo que tem para estudar. Ele consegue conciliar, consegue ter uma metodologia bestial e isso serve de exemplo para o grupo, não é? Eu sou o treinador dele desde quase 4 anos, praticamente. Tenho acompanhado o Fábio desde que começou na escolinha, tenho vindo por aí a acompanhá-lo sempre, tem sido sempre, só houve um ano que eu não estive com ele, um ano de intermédio no escalão, mas tem sido sempre um miúdo que tem vindo a evoluir. Não é um miúdo que fez de um momento para o outro o 8 e o 80, não é? Foi um indivíduo que subiu gradualmente. Já fazes hóquei há muito tempo? Sim, há 15 anos. 15 anos. Tinha 2 anos. E como é que conseguias andar de patins? Foi com o hábito. Mas no início ainda dei lá umas quedas. Patins só andei para umas 2 vezes e é complicado. É 4 rodas? Ou é 4 rodas. Não são mais complicados? Não, eu acho que para mim, né, também estou mais habituado, mas é mais fácil. E tu fazes o quê? Costumas fazer o quê? Eu sou vigia, florestal, só no verão. Vigia? Hoje estou feliz, vou estar contigo. Cedo o sol começou a brilhar. Hoje até o tempo é nosso amigo. Mas que bom que está para passear. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. C'est vraiment un super film. Je vous le conseille à fond. Outre le fait qu'on a l'impression de voir dans la séquence où les 2 personnages se parlent à la fin, le début du film de Le Tourneur qu'on n'a pas vu, ce que je trouve vraiment, on parlait tout à l'heure du fait d'exhiber les coutures du processus, et ce que je trouve très, très beau pour le coup dans l'extrait que vous avez choisi, c'est qu'il y a vraiment une exhibition du comment c'est fait, comment ce passage de la situation réelle à la situation romanesque, elle est manifeste, et elle est manifestée avec beaucoup d'humour en plus. Et pour l'exemple là qui me vient tout de suite, c'est ce très long plan sur le hockeyeur qui s'entraîne,
qui, pris isolément comme ça, a toute la signalétique du documentaire une fois de plus, avec la voix off qui commente, voilà, c'est Fabio, c'est une bonne personne, patati patata. Et puis d'un seul coup, une musique démarre, une musique baroque, et là, ça y est, c'est fini, dans le plan même, dans la continuité du même plan, dans le corps même du plan, le statut du corps de l'acteur a changé, où le corps qu'on voit devient un corps d'acteur et n'est plus un corps de sujet documentaire. Et je trouve que c'est un des exemples, mais j'ai envie de vous entendre en parler plus, parce que vous parliez tout à l'heure du glissement, et c'est vrai que c'est manifeste. Oui, en plus l'histoire de la fabrication du film, elle est marrante, parce que il devait vraiment aller faire Michael Gambsch devait vraiment aller faire son film de fiction, et il a perdu les financements au dernier moment, et il s'est dit je vais le faire quand même, je vais quand même faire un film. Et du coup, il a mis en scène la galère que c'était de faire son film. Et c'est devenu un film, en fait, je pense, encore plus riche et intéressant que le film qu'il avait prévu de faire. Et oui, c'est beau parce que c'est drôle parce qu'il se moque un peu de l'obsession scénario, en fait, l'obsession psychologique. Et comment, en fait, un personnage, il est construit d'images, de mouvements, et qu'il suffit de filmer quelqu'un et de dire voilà, c'est un personnage pour qu'il le devienne. Et puis donc il peut changer de nom en 2 secondes, il peut changer de vie en un plan, quoi. Et on y croit, on dit ok, allons-y, on joue avec toi, quoi. Et ça, je crois que c'est ce qui nous plaît vraiment dans le film et dans le film de Michael Gambsch, c'est qu'il s'en fout un peu, en fait, quoi. Il dit si je veux que ça passe comme ça, ça passe comme ça. Et là voilà, là c'est encore plus brutal, quoi. Enfin, il met un cœur, quoi, pour dire ça y est, eux ils vont être amoureux. Il met un cœur et une musique d'amour et c'est parti, ils sont amoureux. Et il y a un truc comme ça, un peu on s'en fout, on fait ce qu'on veut, qui est hyper beau dans le film et pas du tout moqueur, quoi. Au contraire, qui est joyeux et qui raconte à chaque fois des personnages qu'on peut devenir qui on veut grâce au cinéma, ce qui est peut-être un peu naïf, mais en fait il prouve quand même que si, quoi. Et qui à aucun moment fait rustine du documentaire pour lequel, du film pour lequel il était parti, et des repérages documentaires qu'il a pu faire, qu'il a plus que fait, où il a pu faire que ça malgré l'argent qu'il a pas eu, machin truc. À aucun moment tu te dis que le fait qu'il utilise toutes les images de documentaire et l'image dont on parlait tout à l'heure et tout ça, comme une rustine ou comme un truc bon qui passera et tout le monde sera d'accord et tout, et qu'il le fait vraiment. Quand tu vois le film, comme tu dis, il dit vraiment let's go, on s'en fout et on y croit, et donc c'est vrai, et c'est hyper joyeux comme manière de rentrer dans le film et de dire allez, vas-y, oui, j'ai envie d'y croire aussi, ils vont être chanteurs, amoureux, tout ce que tu veux, pour être roi et reine, enfin je dis n'importe quoi, mais... Et t'as envie d'être avec lui et de suivre le truc, quoi. Il y a quand même un sentiment de malade dans le film. Je vous conseille vraiment de le voir, il y a un truc de joie, de vie et de film qui est impressionnant et qui est porteur de plein d'autres choses que juste de faire du cinéma, quoi. Et qui en même temps est pas naïf, en fait un peu comme Le Tourneur, ça se moque aussi un peu de la façon dont on filme l'amour au cinéma. Et des relations hommes-femmes, sur Le Tourneur aussi beaucoup, quoi. Et en montrant à quel point c'est des codes, à quel point c'est des codes sociaux, soit en mettant comme ça à nu le dispositif, soit Le Tourneur en montrant que chacun essaie de remplir un rôle un peu comme il peut. C'est aussi une façon de filmer l'amour tout en prenant une petite distance et en disant attention à comment on filme l'amour, à comment on raconte l'amour, il y a sûrement d'autres façons de le faire et de le vivre, quoi. Et pour autant, il me semble quand même que ce qui est intéressant dans l'exemple là, c'est que c'est pas tellement que ce soit un vrai hockeyeur, qu'en revanche, ce qu'on voit visuellement, c'est quelqu'un qui visiblement maîtrise la chose. Donc il y a quand même des points d'ancrage dans le réel qui permettent ensuite toutes les dérives. Et que j'ai l'impression que ce qui est très beau chez Gomez, c'est qu'une fois qu'il a posé ce point d'ancrage là, il y a cette espèce de sensation qu'à partir de là, tout est ouvert. Et que finalement, on peut lâcher le contrôle sur le scénario et sur les personnages, puisque ça va à contrario de toute idée que le cinéaste serait le grand ordonnateur d'un monde fictionnel. Et que on dirait presque que finalement, cette autorité-là, elle se déplacerait sur le spectateur, ce que tu disais tout à l'heure, en disant maintenant, crois-y ou pas, mais moi j'ai envie que tu crois ça, et je ferai en sorte que tu y crois, donc je mets la musique très fort, je mets un cache en forme de cœur, au cas où tu n'aurais pas compris, quoi, que maintenant c'est la fiction. Et finalement, j'ai l'impression que cet autoritarisme-là, paradoxalement, donne cette sensation de jubilation et de jeu, et donc, en dernière instance, une forme de liberté au spectateur, parce que la liberté que lui se donne comme cinéaste, son arbitraire, nous est renvoyée presque en miroir, quoi, au lieu de s'exercer sur le monde en soi fictionnel,
alors qu'on sent qu'il a vraiment de la tendresse pour les gens qui le filment. Oui, je crois parce qu'on ne se sent pas manipulé, quoi. On rigole avec le film, il rigole avec nous. Et en fait, tout au long du film, on sait plus vraiment ce qui... Enfin, là, on nous fait croire en fait aussi qu'on passe du documentaire à la fiction, et ça aussi, je pense qu'ils rigolent un peu avec ça, on ne sait rien. Et au bout d'un moment, on ne sait plus. Et on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment très très beau dans le film. Sauf si, pardon, j'ai un œil sur la montre, mais le temps file. Sauf si tu voulais redire quelque chose sur ce cher Madou. Je vous propose qu'on passe au dernier extrait qui va conclure en beauté. Qui est Ah ouais, alors, Kenny. Kenny. Vous voulez vous en parler? Donc Kenny, alors, film de 1987. Et alors Kenny, c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Claude Gagnon, qui est un réalisateur québécois, et qu'on a découvert il y a donc, je pense, moins d'un mois. Et qui est un film qui est hyper oublié. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui s'est fait amputer des 2 jambes et qui vit dans une petite ville ouvrière en Pennsylvanie, et avec sa famille. Et un jour, il y a une énième équipe de télévision française qui vient faire un reportage sur lui. Et on comprend très tôt dans le film que c'est pas la première et qu'ils en ont un peu marre, mais qu'en même temps, ils sont un peu fiers quand même qu'ils viennent. Et voilà. Et donc l'extrait qu'on va voir, ça commence par une... Et du coup, dans le film, il y a le reportage qui se déroule pendant la... Enfin, il y a le reportage, je veux dire, dans le film, quoi. Enfin, je veux dire, Enfin bref, vous allez voir. Oui, mais... Il n'y a pas de mystère en plus, hein. Dans le film, il y a une équipe de télé qui filme cet enfant. Et donc voilà, ça commence par une interview des parents de Kenny. Et ensuite, en fait, ça suit là pour le coup, il n'y a pas d'ellipse, c'est une autre séquence avec sa mère, vous allez voir. It was, I don't know how else to say it. It was pure hell. I couldn't touch him. I just couldn't get myself to handle him. Sharon was afraid to physically harm him, and the boy was so small that I bathed him and did the diapers. He just had to do everything. Did you despise him? What? Did you have any negative feelings towards him? No. No, I was loving him the whole time. I just couldn't touch him. Could you tell us when the change happened? You know how it happened. That I could handle him. Yes. Well, one day Jesse had gone out, and Kenny and I were left by ourselves in the house. And he was supposed to sleep, but he wouldn't. And he started to cry, so I went in his room. And I looked down at him in the crib, and I was talking to him, and he was sort of reaching up with his little fists. And I just thought, my God, this is my baby. And I reached down and I picked him up, and he grabbed hold of me like to say, well, it's about time, Mommy. And could you turn that thing off? Can you just turn that damn thing off? Bon, coupez là, ça suffit. Ça suffit. I'm sorry. It's just saying something that's so important to me in front of this thing. I just feel like I'm lying or something. I understand, Mrs. Tadea. You know, it's all You can call right. me Sharon. Okay, thank you. So we'll stop for now, and we'll wait until Kenny comes home, okay? So you're finished with me. I can take these back in the house. Yes, yes, that's all for now. Thank you. Thank you very much. Merde, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il y a? Coupe, coupe. Merde, coupe. Merde, j'ai raté son entrée. Qu'est-ce que je fais là? La coupe aussi, toi. De toute façon, là, pas de problème, hein, parce qu'il y a assez de pellicules. D'accord. Hiya, Sarah. How you doing? Okay. The movies are back in town, huh? Yep, we got the Frenchies this time. And I think the director wants to talk to you.
Hello. Hi. Tara, this is Mr. Lagrange de Coubertin. Hi, nice to meet you. Like I said. But you can call me Louis-Philippe. Pardon me, what was that? Louis-Philippe. How about Phil? Only if you insist. I do. Oh, and this must be Kenny, right? What's up, Philly? Et coupé. Very good. Vous m'attendez là, les gars. Sarah, please, could you wait a minute before you take Kenny down the lift? Sure. Okay, because I just want to make a new setup with the camera to get a closer view. Is this going to take a long time? Couple of minutes. Because I still have 2 more kids that I have to deliver. I know, I understand. You had to let me know in advance. It wasn't planned, and it's a last-minute inspiration, but it's going to be very beautiful. Mrs. Today, please, can you come here a minute? What I would like you to do is when Kenny goes down the lift is you go and greet him with a warm kiss. I'll never do that. I know, but see, we have very little time to show the French audience the relationship between you and your son, the warm feelings, you know? So... Okay, I'll do it. Thank you. Coupé. Beautiful. Absolutely wonderful. There's one thing I'd like to redo, though, Mrs. Today, if you don't mind. It is the time when you greet him, and I want to use a different setup, much closer. Okay? To get a closer view of this beautiful love. I know. Okay. Let's go. Let's go for it. Let's go. Okay, now, very good, very good. We're still rolling, the camera is still going on. Can we do it one more time? But this time, Mrs. Today, please, a little more slowly and a little more softly. Okay? Can we have the thing up, please? Happy, but not too much, huh? Okay, good. Ready? Action! Fantastic, fantastic. Now we're still rolling, and this is only for safety reasons, okay? Because we've got everything. Now, please. Very good. Now, please, your arm a little, more down, because otherwise we miss the, Kenny's face. Very good. You okay, Kenny? Yes. Yeah, you comfortable? Yes. Good. Okay. Stay, now, please, be serious. Be serious. We have to finish now. Very good. And action. Coupé. On milite pour une ressortie de Kenny. S'il y a des gens qui ont le pouvoir de le faire. Non, je trouve que c'est une merveilleuse façon de conclure sur l'idée que filmer est un jeu et qu'il y a des mauvais joueurs, comme cette équipe de tournage Mais ce que je trouve très très beau, c'est que c'est une séquence qui met merveilleusement en scène la reprise de pouvoir, en fait. Et qu'il y a aussi en dernière instance quelque chose qui résiste à toutes les mises en fiction pénibles et laborieuses, et là qui sont traitées sur le mode de l'humour, mais il y a quand même une violence derrière tout ça, qui est le réel. C'est-à-dire que, alors pour le coup on parlait de corps tout à l'heure, mais il n'y a rien de plus réel que le corps de Kenny. Et donc tout ce qui va autour que Kenny lui-même. Non mais c'est peut-être un peu bête, mais il faut être un peu trivial. Moi je suis très trivial. Il a vraiment pas de jambes, il est vraiment comme ça. Et donc c'est vraiment lui. Et donc en dernière instance, quelque chose résiste qui est Kenny lui-même à tout ce qu'on voudrait en faire. Et je trouve que c'est un beau retournement et personne n'est vraiment dupe, hormis les cinéastes eux-mêmes. Donc, en tout cas le cinéaste lui-même, on ne sait pas si son équipe est très... Mais ce qui me semble intéressant dans le film aussi, c'est que par rapport à un certain nombre de films qui mettent en abîme le cinéma, les tournages, quand j'ai découvert l'extrait, je me suis fait avoir complètement parce qu'il n'y a pas de différence de matière dans l'image entre ce que l'équipe filme et la fiction qui est un peu qui donne le cadre en fait de ce documentaire. On passe de l'un à l'autre je caricature, mais ça aurait pu être, il aurait pu filmer son documentaire en noir et blanc, ça pourrait être un format différent. Et rien ne nous dit quand est-ce qu'on assiste a priori au documentaire, à ce qui est filmé, ou quand est-ce qu'on quitte la fiction. Et je trouve que cette ambiguïté, cette ambivalence, elle est très intéressante, et je vous laisse la parole pour développer un petit peu.
Je crois que ce qu'on trouve assez fantastique dans ce film, c'est que en fait, on est tombé sur un reportage qui est complètement exactement le film. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a exactement le reportage qui est filmé dans le film, avec des interviews des parents, avec enfin tout ça, il dure 25 minutes quoi, et on peut le trouver sur YouTube. Et ce qui est ouf, de faire ce film quoi, c'est que c'est de comment dire, il y a tout un jeu de ce que tu disais de la matière, justement de pas jamais entrer dans la caméra du reportage, c'est que un peu tout le projet du film c'est de sortir du reportage quoi. Et parce qu'on a vu le vrai reportage du coup, dont est vraiment inspiré celui qui est dans le film, et il y a vraiment un truc très gênant, à moitié héroïsant, genre quel enfant courageux, tout le monde qui dit, le maître nageur qui n'a jamais vu de sa vie qui dit it's a good kid, tout le monde qui en fait une espèce de petit super-héros, et en même temps un truc très voyeuriste de vas-y fais plein de trucs dans ta vie sans jambes, c'est un peu bizarre, et qui procure vraiment un grand sentiment de gêne quoi. Et ce qui est marrant c'est que plutôt que de le glorifier ou de regarder avec une espèce de regard surplombant, en fait tout le film il essaie de sortir de ce regard-là pour qu'à la fin, bon je spoil pas tout mais un peu quand même, que sa sœur finisse par en gros lui dire qu'il lui a un peu gâché la vie. Et qu'il y a une chose très très dure qui plane tout le long du film dans la famille. Et enfin, c'est comme si il fallait passer par la fiction pour que Kenny, le vrai du coup, devienne un personnage et retrouve une espèce de dignité il a le droit d'être un personnage, il a le droit d'avoir gâché la vie de quelqu'un, et il a le droit d'être super aussi. Mais voilà, il y a un truc où c'est vraiment un projet beau de comment on passe d'un regard à un autre par la fiction quoi. Ouais, et qu'on sent que le film il est fait pour lui quoi. Enfin il a été fait avec limite avec son avis à lui et son histoire, sa vraie histoire quoi. J'ai l'impression. Ouais, c'est passé de son point de vue quoi. Ouais. Parce qu'en fait dans le film, Kenny c'est donc le vrai, et on l'a pas vu là mais il y a son frère aussi qui est son vrai frère. Et après en fait tous les autres personnages qu'on découvre en vrai dans le reportage qu'on a vu, c'est des acteurs. Et du coup là encore il y a une friction entre les actrices et les non-actrices qui produit aussi des trucs assez étranges comme ça, de rapports de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est un petit peu bizarre et en même temps très vrai à plein d'endroits, et que nous on aime beaucoup. Et juste pour surenchérir, c'est que, et du coup c'est son vrai frère dans le film, sa sœur c'est une actrice, sa fausse sœur. Et donc comme disait Antoine, sa sœur à la fin lui dit, l'envoie chier et tout ça. Et avant ça, il y a son vrai frère dans le film, qui pour le coup est vraiment son vrai frère. Il dit lui aussi qu'il prend trop de place dans sa vie, lui dit des trucs assez durs, mais en même temps qu'ils se disent entre frères et tout ça. Ou en tout cas dont on se dit que dans les reportages, jamais de la vie il montrerait Kenny se faire remballer pour son frère et ensuite lui-même l'envoyer chier ou je sais pas quoi. C'est vraiment c'est mimé d'une manière assez drôle dans le film, ou vraiment d'une manière où il croise un gars dans la rue et le gars dans la rue lui dit, et donc il lui demande alors vous pensez quoi de Kenny? Le gars dit Kenny c'est vraiment un super kid, c'est le meilleur kid, c'est le gars le plus sympa que je connaisse, c'est vraiment le mec le plus poli que je connaisse. Alors vraiment il scinde des espèces de faux docu où on montrerait Kenny comme une espèce d'ange vu qu'il a pas de jambes, comme s'il fallait qu'il soit super sympa étant donné sa condition quoi. Enfin sa condition, je veux dire étant donné son handicap quoi. Et oui donc du coup c'est juste pour surenchérir sur vraiment c'est son vrai frère dans le film avec qui il joue vraiment des vraies scènes d'engueulade où ils se disent des vrais trucs durs quoi. Et en sachant que c'est les vrais, ça fait quand même un petit truc de se dire c'est ouf que le film leur donne la place entre frères de pouvoir s'engueuler et que ce soit pris au sérieux et que c'est une vraie scène d'engueulade dans laquelle toi, spectateur, t'es plongé dedans en étant du côté de Kenny, en étant de son frère, en étant complètement pris dans la fiction et dans le romanesque dont on parlait au début et tout ça. Bon, ça n'a pas vraiment de fin ce que je disais, mais voilà. Et que même en fait la scène du bus, je pense que même nous elle nous renvoie à des choses où c'est intéressant parce que peut-être une transition, mais nous on a essayé de filmer des gens qu'on rencontrait, de mélanger des gens qu'on connaissait, qu'on connaissait à peine, et il y a tout un sentiment comme ça de qu'est-ce qu'on vient faire aux gens en venant les filmer, qui est là, qui est à la fois très drôle, très cruel, très gênant et très intéressant. Ouais,